Et merci de m'avoir invité à participer à cette journée que je trouve très intéressante. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit ce matin. Alors vous avez vu que dans mon titre, dans le titre de la conférence que je vais vous présenter, j'ai utilisé à la fois le terme de paradigme et le terme de modèle standard. En fait, ce qui me préoccupe dans cette affaire, c'est de revenir à un débat qui avait été lancé par Kuhn à propos des révolutions scientifiques, et où il utilise le concept de paradigme comme étant un concept essentiel. Alors pour lui, les révolutions scientifiques, ce sont essentiellement très analogues à des révolutions politiques ou sociologiques. Vous avez des communautés qui se constituent autour d'un paradigme. Et puis, et en dehors des révolutions, on a ce qu'on appelle la science normale. Et puis, à un moment, il y a un paradigme qui va tomber en crise. On va l'éliminer et on passera à un nouveau paradigme. Et pour lui, quand on a une révolution scientifique, les paradigmes de l'une à l'autre, d'un état à l'autre, sont incommensurables. Et ça avait été fortement critiqué par Weinberg dans un article qui est paru dans La Recherche, dans lequel il critiquait cette notion de paradigme incommensurable. Et je pense qu'en fait, si on veut penser à la signification des révolutions scientifiques, parce que ça, je crois que c'est très important, bien, le concept de modèle standard est, à mon avis, beaucoup plus parlant. C'est pourquoi j'ai intitulé cet exposé « Le paradigme de la lumière comme fil conducteur des modèles standards ». Donc, ce dont j'entends parler à propos de paradigme pour la lumière, c'est-à-dire que la lumière, la théorie de la lumière va nous servir de paradigme, en ce sens qu'elle va nous permettre, si elle marche bien, eh bien on va essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible de généraliser à partir de la théorie de la lumière à la théorie d'autres quantités, d'autres interactions fondamentales qui peuvent permettre d'avancer et d'aboutir à ce qu'on appelle un modèle standard. Donc tout au long de l'exposé, je reviendrai un peu sur cette idée en expliquant l'importance de cette notion de modèle standard. Voilà. Alors, je veux prendre l'histoire là où elle a été laissée ce matin, c'est-à-dire au début du XXe siècle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, la physique était parvenue à une véritable apogée, caractérisée par trois grandes synthèses. La théorie de la gravitation universelle, qui réalise un peu la synthèse de la mécanique céleste et de la mécanique terrestre. La théorie électromagnétique de la lumière, de Faraday, Maxwell et Hertz, qui réalise un peu la synthèse de l'électricité, du magnétisme, de la lumière et de l'optique. Et puis une autre synthèse non moins importante, qui est celle de la théorie cinétique de la matière, qui s'appuie d'abord sur la généralisation de la théorie de Newton, c'est-à-dire avec la mécanique analytique, qui permet de traiter, grâce à la mécanique, n'importe quel problème, à condition qu'il soit bien posé. Donc la mécanique analytique de Lagrange-Hamilton, et puis la théorie cinétique de la matière et la thermodynamique statistique qui font la grande synthèse entre l'hypothèse atomique et la mécanique. Donc il s'agit... Et cet apogée était tel que, tout le monde connaît l'exemple des remarques de Lord Kelvin sur les petits nuages, qui ne restaient plus que quelques décimales à peaufiner pour qu'en gros la physique était terminée. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que on a retrouvé des petits problèmes. Alors, il y a le problème de l'éther, qui est un peu à l'interface de la théorie électromagnétique de la lumière et de la gravitation, parce que c'est le problème du mouvement de la Terre dans l'éther qu'on ne mettait pas en évidence. C'était plutôt un problème qui a l'air de déboucher sur l'astrophysique. Vous avez l'effet photoélectrique et le rayonnement du corps noir à l'interface entre théorie électromagnétique de la lumière et la théorie cinétique de la matière. Et puis vous avez un autre problème entre la théorie de la gravitation et la mécanique, c'est la précession du périhélique de Mercure. Vous voyez, c'est des petits effets très académiques, mais qui ont été à l'origine
assez rapidement se sont transformées en véritable crise de la physique classique. Alors, le modèle standard, je le définis ici, en commençant, voilà, qu'est-ce que j'entends par modèle standard? C'est l'ensemble des théories de référence qui permettent de rendre compte de l'ensemble des phénomènes que l'on observe dans une certaine discipline, mais qui peuvent être éventuellement modifiées. C'est des théories, mais en quoi c'est un modèle? C'est qu'on a besoin, pour compléter cette théorie, alors ces théories, elles font intervenir des constantes universelles, comme éventuellement la vitesse de la lumière, comme la constante de Boltzmann, mais elles font intervenir aussi des paramètres. Mais ces paramètres sont en nombre fini, et puis ces paramètres, on va les prendre à partir de l'expérience. Eh bien, d'autre part, ce que j'appellerais modèle standard, ce sont des théories qui, vraisemblablement, ne seront plus jamais complètement invalidées. C'est-à-dire qu'elles pourront être développées pour tenir compte de faits nouveaux, mais elles ne seront plus complètement invalidées. Et ce qui s'est passé avec l'histoire de la physique jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est qu'arrivé au début du XXe siècle, on connaissait deux interactions fondamentales, l'électromagnétisme et la gravitation, et chacune disposait d'une théorie de référence qu'on pouvait considérer comme étant la base d'un modèle standard. On avait le modèle standard de la gravitation avec la théorie de Newton, et le modèle standard de l'électromagnétisme avec la théorie de Maxwell. Et ces théories, depuis, n'ont jamais été complètement invalidées. Elles sont toujours valables dans un domaine d'approximation. Dans un domaine d'applicabilité, ces théories sont toujours valables. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a élargi le domaine d'applicabilité en améliorant le modèle standard. Par exemple, à propos de la théorie de Newton, vous avez tous entendu parler de l'Odyssée de Rosetta, qui a été voir une comète, qui est arrivé se poser, etc. La théorie de Newton est suffisante pour l'ensemble de la mission. Et puis l'électromagnétisme, eh bien écoutez, ça marche, hein, ça marche pour tout, pour la radio, pour la télévision, pour les téléphones portables, etc. Pour les faire des accélérateurs. Donc donc cette théorie n'est pas invalidée et probablement elle ne sera jamais plus invalidée. Alors, ce que je ferai après, un petit peu plus loin, ben, je compléterai ce tableau. Mais ce que j'ai mis dans ce tableau, je mets les dates, je mets le cadre théorique, et puis les quatre interactions qu'on considère comme fondamentales, la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte. Alors, effectivement, au début du XIXe siècle, on ne connaissait pas ces interactions nucléaires. Donc, même l'hypothèse atomique était à peine admise, mais on connaissait deux interactions qui avaient des portées infinies, macroscopiques, la gravitation et l'électromagnétisme, et puis l'ensemble des phénomènes pouvaient être décrits à partir de ça. Le cadre théorique, on avait la naissance de la science moderne avec Galilée et Newton au XVIIe siècle, et puis vous avez la mécanique analytique et la thermodynamique statistique. Alors, où en sommes-nous? Je fais tout de suite, avant de vous faire tout le cheminement, je dis où nous en sommes maintenant. Je dis d'où nous venons, mais où en sommes-nous? Donc, je vous montre les acquis de ce que j'appelle le modèle standard consolidé. Alors, le modèle standard consolidé, c'est le modèle standard de la structure de la matière, le modèle standard de la physique des particules et des interactions fondamentales, et le modèle standard de la cosmologie. Eh bien, ça s'est développé donc à partir de découvertes qui sont intervenues à la fin du XIXe siècle, les rayons X, l'électron, la radioactivité, l'irruption de la mécanique quantique et le développement de la mécanique quantique dans les 30 premières années du XXe siècle. On a la mécanique quantique. Entre 1905 et 1915, vous avez la théorie de la relativité en deux étapes, établie par Einstein. Et là, on a un premier déplacement du modèle standard. On a une théorie qui englobe la théorie de Newton et qui la redonne à l'approximation non relativiste. Voilà, c'est un dépassement du modèle standard.
Et puis alors, de 1930 à 1970, en gros, vous avez le développement de la théorie quantique des champs, qui est une théorie quantique et relativiste, qui admet, elle intègre la relativité restreinte et la mécanique quantique. Et ça s'est développé. Vous avez un deuxième dépassement de modèle standard. On est passé, avec la découverte de l'expansion de l'univers, on est passé à la naissance une première ébauche de modèle standard de la cosmologie qu'on appelle la théorie du Big Bang. Et puis alors, ce qui s'est passé ensuite, pratiquement en même temps, dès les années 40, s'est développée la théorie quantique de l'électromagnétisme, qui est donc un dépassement du modèle de la théorie de Maxwell, parce qu'elle intègre les aspects quantiques, et c'est l'électrodynamique quantique, pour QED, Quantum Electrodynamics. QED, c'est aussi Quod Erat Demonstrandum, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer, parce que ça marche tellement bien que... Alors, c'est en ce sens que la lumière va servir de paradigme. Parce qu'on a, avec la théorie électromagnétique, quand elle est quantifiée, on a une théorie de référence sur le modèle de laquelle on va pouvoir s'appuyer pour construire les théories des autres. Donc là, vous voyez, le mot modèle n'est pas utilisé au même sens que modèle standard. Le modèle, ici, c'est plutôt paradigme. D'accord ? Et alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on commence à entrevoir une théorie pour l'interaction faible, avec la théorie de Fermi, une interaction de contact à quatre champs de fermions, qui est d'ailleurs peut-être considérée comme l'approximation de basse énergie du nouveau modèle standard en élaboration de la théorie électrofaible. On commence à avoir des idées totalement phénoménologiques à propos de l'interaction forte avec le modèle de Yukawa, c'est un modèle phénoménologique. Voilà encore une autre façon d'utiliser le mot modèle phénoménologique ou heuristique. Et puis alors après on a un épanouissement à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Là je me suis arrêté à 2012 mais ça pourrait continuer après, avec le développement de ce qu'on appelle les théories de jauge, sur ce dont je vais dire quelques mots plus tard. Et puis on a alors un deuxième déplacement du modèle standard de la cosmologie, la nouvelle cosmologie qui est née vraiment au début du XXIe siècle, qui vient de se confirmer avec les résultats du satellite Planck, et qu'on appelle la cosmologie lambda CDM. Lambda, c'est la façon habituelle qu'on a pour parler d'une constante cosmologique, et CDM pour Cold Dark Matter. Donc c'est un nouveau modèle standard, et c'est un vrai modèle standard cette fois. Celui du Big Bang comportait des difficultés monumentales liées essentiellement au fait que le Big Bang était considéré comme une singularité dans la théorie de la relativité. Et maintenant, en gros, on peut faire une cosmologie en se débarrassant de l'idée d'une singularité dans la cosmologie, dans la relativité générale. On a un mécanisme d'univers très primordial qu'on appelle l'inflation, qui nous permet d'évacuer l'idée d'une singularité. Et ce modèle cosmologique est devenu d'une robustesse comparable à la robustesse du modèle standard de la physique des particules. Alors, à part ça, donc, on a donc la naissance du modèle standard de la physique des particules qui comporte la théorie électrofaible de Glashow-Salam-Weinberg, qui réalise une certaine unification, c'est pas encore l'unification complète, de l'électromagnétisme et de l'interaction faible, et puis qui vient de se compléter grâce à la découverte du LHC de 2012, avec la découverte du boson BEH pour Brout-Engler-Higgs, qui était un mécanisme qui a été inventé dans les années 50 et qui n'a pu être validé expérimentalement que 50 ans plus tard, en 2012. Et puis, d'une part, et d'autre part, vous avez la chromodynamique quantique, QCD, Quantum Chromodynamics. Il y a aussi des couleurs, c'est pas de la colorimétrie comme celle qu'on a entendue, mais ça s'est inspiré de l'image de la colorimétrie. Parce qu'on a eu besoin d'une symétrie pour distinguer les quarks, parce qu'il y a des états qui sont les états barrières quarks. Les quarks sont des fermions, et on avait l'impression qu'il y avait une contradiction avec
des fermions de spin-on-me, on avait l'impression qu'il y avait une contradiction avec le principe d'exclusion de Pauli, où on avait besoin de pouvoir considérer les 3 quarks exactement dans le même état. Et donc il nous a fallu une théorie de rajouter une symétrie supplémentaire qu'on a appelée la couleur, disant que les quarks existent en 3 couleurs, et la combinaison à 3 quarks, elle est une forme des 3 couleurs pour arriver à faire un baryon, un proton blanc. Et là, il y a des quarks rouges, vert, bleu, mais avec la combinaison à 3 quarks, ça formait un baryon sans couleur. Donc alors, tous ces auteurs de ce modèle standard ont tous été récompensés par le modèle standard, par le prix Nobel, excusez-moi. Brout, hélas, est disparu en 2011, mais Engler et Higgs ont eu le prix Nobel 2013. Et puis vous avez Glashos, Alan Weinberg ont tous été récompensés, et la chromodynamique quantique a aussi été récompensée. Un peu plus tard, mais elle a été récompensée. Donc voilà la situation où on est. Et alors ce que je vais essayer de vous montrer, c'est le rôle de paradigme d'abord qu'a joué la compréhension théorique de la lumière, de l'interaction électromagnétique. Alors la situation, vous voyez, ça reprend l'espèce de trépied que je vous ai montré tout à l'heure à propos de la physique classique, et pour vous montrer cette nouvelle apogée, vous avez ce qui va prolonger l'interaction électromagnétique. Eh bien, c'est la physique des hautes énergies, parce que c'est la théorie quantique des champs qui englobe, qui intègre en elle l'électrodynamique quantique. Donc c'est vraiment le prolongement de l'interaction électromagnétique. Vous avez la cosmologie qui prolonge avec la théorie de la relativité générale comme base théorique qui va prolonger et englober la théorie de Newton, et donc qui débouche sur une cosmologie. Et puis vous avez la mécanique et la statistique quantique et la cinématique relativiste, donc qui va nous permettre en gros, vous voyez, la physique des hautes énergies va prendre toutes les échelles subatomiques, depuis le noyau jusqu'au quark. La cosmologie va prendre des échelles extragalactiques et cosmiques. Et puis, vous allez avoir toute la physique quasi classique, dans laquelle elle est classique, mais elle est quasi classique parce qu'elle tient compte de manière approximative, avec des corrections calculables, les effets quantiques et relativistes. Et donc, elle va prendre tout ce qui se passe de l'échelle de l'atome à la galaxie. Donc vous voyez, on a quand même un ensemble qui est très très puissant et qui est très encourageant. Alors là, maintenant, je vais faire une toute petite parenthèse de nature un peu plus philosophique, épistémologique, sur qu'est-ce qu'on entend par matière. Matière et matérialité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, alors je reviens d'abord à ce qu'on appelle le matérialisme philosophique. C'est selon ce matérialisme, qui est en fait implicitement sous-jacent à toutes les sciences de la nature, en particulier à la physique évidemment, la matière désigne l'ensemble de la réalité objective qui existe indépendamment d'eux et antérieurement à la connaissance que l'on peut en avoir. Et je dis, on définit ainsi la matière à l'exclusion de toute autre détermination. Simplement, je dis, c'est l'existant. La matière, c'est l'existant. Et donc le préexistant. Cette réalité, deuxième postulat de ce matérialisme philosophique, cette réalité est en droit et en principe intelligible, même si cette intelligibilité est toujours partielle, provisoire et révisable. C'est Einstein d'ailleurs qui formule ainsi son idée du matérialisme. Il rend hommage à Kant d'avoir rajouté ce deuxième axiome. Si on ne devait pas dire la réalité est intelligible, on ne serait pas un vrai matérialiste. Donc cette intelligibilité, elle est relative à l'état des moyens de connaissance, et donc c'est ça que j'appelle la matérialité. Elle s'énonce, cette intelligibilité, elle s'énonce en termes de matérialité. Alors par exemple, la théorie de la relativité établit la matérialité de la lumière
et l'immatérialité de l'éther, tout au moins de l'éther qui avait été imaginé par Maxwell, Hertz et Lorentz, pour réconcilier l'électromagnétisme avec la mécanique. Et en gros, que dit la relativité restreinte, c'est que finalement, la lumière est une matière, au sens philosophique du terme, elle n'a pas besoin d'un milieu porteur. Ça n'est pas une activité d'un milieu, c'est une matière en elle-même. Alors, la matérialité en physique, vous voyez, c'est très complexe. C'est que, comme j'ai dit, la matière, c'était l'existant à l'exclusion de toute autre détermination, mais la physique ne peut pas se contenter de dire la matière existe, point, c'est tout ce que je peux en dire. Donc, il y a une interdépendance. Alors, d'abord, on note une très grande interdépendance des conceptions de la matière, de l'espace et du temps. C'est ce qui nous avait conduit, avec mon collègue Michel Spiro, d'écrire, il y a une trentaine d'années, la matière espace-temps. Nous étions parvenus à l'idée que la matière ne peut pas se séparer de l'espace et du temps. Et donc on a mis des traits d'union entre matière, espace et temps. Alors, d'autre part, il y a une très grande diversité des conceptions de la matière en physique. Parce que ça dépend à quoi on oppose matière. Par exemple, vous avez la matière pondérable et le mouvement. Vous avez les états de la matière qu'il faut prendre en compte. Donc les relations matière, espace et temps, je l'ai déjà dit. Dans l'opposition force et interaction, qu'est-ce qui est matière et qu'est-ce qui est force? Qu'est-ce qui est interaction? Donc la mise en relation de la matière avec les interactions. La matière comme masse ou comme énergie ou comme entropie. Et alors c'est une conception, la matérialité est effectivement une conception qui est en constante évolution. Alors voilà, le thème de la journée, c'est la matière est-elle, par exemple, une activité de la matière, l'éther, ou une matière, conception corpusculaire. La matérialité de la lumière, il se trouve que la lumière subit la gravitation, au même titre que la matière pondérable. Donc la lumière est une matière, du point de vue de la gravitation. Alors, la matière et l'information, ça c'est aussi une grande question. L'information est-elle matérielle ou bien la matière est-elle informationnelle? Et ça c'est tout un développement qui est en train de se faire pour l'interprétation moderne de la mécanique quantique, disant qu'en fait finalement, en dernière instance, la théorie quantique c'est une théorie quantique de l'information. Alors, vous avez aussi la relativité par rapport aux moyens de connaissance théorique expérimentale. Alors, voilà, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que finalement, l'histoire de la matérialité remonte le temps de l'histoire de la matière. C'est-à-dire qu'en fait, la forme la plus aboutie de matérialité qui a été mise à jour par la physique du XXe siècle, est celle de champs quantiques en interaction locale, dont le paradigme est celle du champ électromagnétique quantifié. D'accord ? Et dans le cadre de la cosmogonie scientifique qui résulte de ce modèle standard consolidé, la théorie quantique des champs décrit la dynamique de l'univers primordial, donc immédiatement après le Big Bang. Ça voudrait dire donc que la dernière forme de matérialité mise à jour par la physique est donc celle de la matière première de l'univers. Voilà, c'est ça un petit peu la leçon un peu épistémologique qui semble se dégager des développements de la physique actuelle. Alors, pour l'histoire de la matérialité, je vais aller très vite en rappelant ce qui a été très très bien expliqué ce matin. Bon, vous avez d'abord le paradigme newtonien. Vous voyez là, à la fois la théorie de Newton c'est un modèle standard, mais en même temps c'est un paradigme, parce que c'est une théorie qui marche et sur laquelle on peut s'inspirer. La matière pondérable est faite de corps rigides, à la limite des ensembles de points matériels. L'espace est absolu, le temps est absolu. Il n'y a pas à proprement parler de flèche du temps. En fait,
on peut changer le cours du temps dans les équations de la gravitation d'Einstein. Il n'y a pas de flèche du temps. Les forces sont des données extérieures à la théorie. Newton dira hypotheses non fingo, je ne forge pas d'hypothèse. Et donc c'est une action, la gravitation est une action instantanée à distance, avec le défaut dont Newton était tout à fait conscient, cette absence de cette action instantanée à distance. La lumière était de conception plutôt corpusculaire. Les mathématiques jouent un grand rôle, et puis vous connaissez tous la phrase de Galilée disant que c'est le langage dans lequel est écrit le livre de la nature. Vous avez aussi alors la thermodynamique et la physique des états de la matière. Deux concepts pour caractériser la matière se sont dégagés. Très curieusement, l'entropie est venue avant l'énergie. Le second principe a été énoncé en premier par Carnot, avant le premier principe. Donc vous avez les deux principes de la thermodynamique qui se sont... Alors ça s'est complété, ça a mené à l'immatérialité du calorique, le fameux fluide qui était censé porter la chaleur. Et ça on s'est aperçu, non, c'est des atomes qui portent, ou des molécules qui portent la chaleur. Vous avez la théorie cinétique ou moléculaire de la matière, de Maxwell, toujours Maxwell, hein, et Boltzmann. Et puis après, vous avez donc la thermodynamique statistique, l'atomisme, donc les atomes seraient les points matériels. Vous avez un problème de l'observabilité de ces atomes, parce que au XIXe siècle, on se doutait que la taille de ces atomes était extrêmement petite, et donc on pensait qu'ils ne seraient jamais observables. Et donc il y avait la difficulté de baser une théorie sur des objets qui seraient à jamais inobservables. Et vous avez aussi donc l'entropie, vous voyez apparaître l'entropie qui va faire apparaître à spécifier la dimension temporelle définie par la flèche du temps, la brisure temporelle, la brisure de la symétrie temporelle. Mais vous voyez, cette notion d'entropie apparaît un peu comme une notion un peu subjective. Mais en tout cas, voilà comment s'est développée cette physique classique. Et alors, vous avez la théorie électromagnétique de la lumière. Donc, vous avez, comme l'a très bien expliqué ce matin notre collègue, le concept de champ défini par Faraday, qui était vraiment un autodidacte pratiquement très intuitif, donc le concept de champ, les lignes de force et les lignes de labourage sur un champ. Et Maxwell a su se saisir de ça et le mettre en forme mathématique qui était acceptable par la communauté scientifique, et donc il réalise la synthèse de l'électricité, du magnétisme et de l'optique dans sa théorie. Cette théorie a été reformulée par Hertz et qui en a fait ensuite la vérification expérimentale et qui a montré, bon, la lumière, c'est des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse c. Et donc on a ainsi un triomphe de la conception ondulatoire de la lumière. Reste le problème de l'éther et des difficultés qu'il avait, parce que il nous fallait un milieu mécanique pour porter ces ondes, mais vous voyez, ce milieu devait n'avoir de vibration que transverse, et puis il devait n'opposer aucune résistance au mouvement de la Terre dedans, donc c'était quelque chose. Et petit à petit, l'idée comme l'explique Einstein, c'est passé dans le subconscient, quoi. Donc bon, on acceptait, bon, il y avait besoin d'un éther, mais on continue à faire de la mécanique sans trop se préoccuper de ce problème de l'éther. Alors, donc, le bilan de la conception de la matière à la fin du XIXe siècle, succès de la théorie de la gravitation universelle, axiomatisation de la mécanique rationnelle, avec la mécanique analytique et la formulation lagrangienne de la mécanique, qui est extraordinaire, parce que il vous suffit de bien connaître l'énergie potentielle, et vous pouvez formuler n'importe quel problème de mécanique sans avoir à faire la moindre figure, de manière totalement analytique, et vous allez pouvoir résoudre tranquillement n'importe quel problème qui pourrait s'interpréter en termes de mécanique. Alors vous avez deux composantes à la matière.
les atomes ou molécules, ça qu'on va assimiler à des points matériels, et ça donnera ce que Einstein appelle la matière pondérable. Et puis vous avez l'éther, milieu hypothétique aux étranges propriétés qui est supposé porter les ondes électromagnétiques ou lumineuses. Vous avez une conception classique de l'espace et du temps, c'est-à-dire un espace absolu et un temps absolu, et vous avez une conception subjectiviste de la flèche du temps. Voilà quel est le bilan un peu épistémologique de la physique à la fin du XIXe siècle, début du XXe. Alors, il y avait des problèmes qui restaient en suspens. Vous avez l'avance du périhélie de Mercure. Alors, c'est incroyable, parce que la théorie de Newton était tellement précise, et les observations étaient suffisamment précises pour qu'on puisse observer un petit effet, qui est la précession du périhélie de Mercure. Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil, et en fait, son périhélie, c'est-à-dire le point où elle est le plus près du Soleil, se déplace de 43 secondes d'arc par siècle. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et on savait tenir compte des perturbations dues aux autres planètes du système solaire, mais ça ne suffisait pas à expliquer cette chose-là. Donc c'était quelque chose qui semblait être au-delà du modèle standard de l'époque. Vous avez l'effet photoélectrique, qu'on ne comprenait pas. Vous avez la loi de rayonnement qu'on ne comprenait pas. Vous avez la chaleur spécifique des corps polyatomiques. Ça, c'est une grande difficulté sur laquelle Feynman a mis le doigt. Il dit, souvent on entend dire ce qu'a dit Kelvin, mais il dit que les gens qui savaient qu'il y avait un gros problème avec la chaleur spécifique des corps polyatomiques. En fait, la loi de la thermodynamique statistique ne marchait pas pour les corps polyatomiques. C'était un effet encore apparemment au-delà du modèle standard. Alors on ne comprenait pas comment il se faisait que... Bon, on avait un modèle, on a eu assez rapidement une sorte de modèle planétaire pour l'atome. On avait des électrons qui tournaient autour d'un noyau et qui gravitaient avec une loi en 1 sur R2. Donc ça ressemblait à de la gravitation. Mais si c'était le cas, ces électrons devaient finir par se ralentir, perdre leur énergie et ils devaient s'effondrer sur le noyau. Donc les atomes ne pourraient pas exister comme des objets stables. Et d'autre part, on ne comprenait pas pourquoi, si on prend la loi de la gravitation, vous savez, le mouvement d'une planète autour du Soleil dépend de la position et de la vitesse. Ben, deux atomes d'or ou de n'importe quoi, il n'y a aucune raison qu'ils aient que les électrons aient les mêmes orbites. Donc, qu'est-ce qui pouvait expliquer l'identité des atomes d'une même espèce? Donc voilà, on avait tout ce genre de difficultés. Et puis évidemment, on avait l'impossibilité de mettre en évidence le mouvement relativement à l'éther. Vous avez l'expérience de Michelson et Morley dont il a été question ce matin. Alors vous savez, 1905, vous avez l'année miraculeuse d'Einstein. Vous voyez, en quelques semaines d'intervalle, il produit, en mars 1905, il produit l'article sur l'effet photoélectrique. Il introduit les quanta d'énergie, qu'il a appelé des quantas d'énergie, qu'après qu'on a appelé les quantas de lumière, et que plus tard on a appelé les photons. Et à propos de ces quantas d'énergie, en 1951, c'était à près de 50 ans après, dans une lettre qu'il a écrite à son ami Michele Besso, il explique que ces 50 ans qui viennent de se passer de méditation ne m'ont pas approché de la réponse à la question « Que sont les quantas de lumière ?» Le premier abruti venu croit qu'il a compris, mais il se trompe. Vous voyez, 50 ans après, il se demande qu'est-ce que c'est que ces fichus photons, qu'est-ce que c'est ces fichus quantas de lumière. Bon, vous avez en mai 1905 la théorie du mouvement brownien, et donc qui vient compléter la synthèse entre la mécanique et l'hypothèse atomique. Et puis en juin 1905, l'électrodynamique des corps en mouvement, c'est la relativité restreinte, qui a été complétée en septembre par l'article sur l'inertie de l'énergie, E égale mc2. Donc, deux avancées majeures, la réalité des atomes et la matérialité de la lumière. Alors, la révolution scientifique du XXe siècle
c'est d'abord la prise en compte de 4 constantes universelles qui ont été découvertes ou redécouvertes au début du XXe siècle. Grand G, la constante de Newton, C, la vitesse de la lumière dans le vide, K, la constante de Boltzmann, et H, la constante de Planck. Alors, ces constantes définissent des unités fondamentales. Elles traduisent des principes fondamentaux de limitation. Vous voyez, K, ça traduit un principe fondamental de limitation, il n'y a pas de mouvement perpétuel. C, ça traduit un principe fondamental de limitation, comme l'explique Einstein. Pendant 10 ans, depuis qu'il avait l'âge de 16 ans, il essayait de s'imaginer allant à la même vitesse que la lumière. Il dit, si j'étais capable d'aller à la même vitesse que la lumière, je devrais voir la lumière comme un champ électromagnétique statique. Et ça, je sais sûr que c'est faux. Et alors, en comparant ce principe au principe de limitation lié à la constante de Boltzmann, j'ai dit, ah, voilà, là, il y a un principe de limitation qui est lié à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est celle de la lumière, quel que soit son référentiel. Et la vitesse de la lumière est indépassable. Elle est inatteignable pour un corps pondérable. Donc, c'est ça qui, dit-il, a été à l'origine de sa théorie de la relativité. Donc, ces constantes universelles. Alors, la constante H, que la constante H traduit une limitation universelle, une limitation fondamentale, c'est quelque chose d'assez évident sur lequel je reviendrai peut-être. G, c'est moins clair. On ne voit pas très bien en quoi G traduit un principe de limitation. Mais peut-être qu'on y reviendra un peu. Et en tous les cas, ces constantes structurent le cadre général de la physique théorique. Vous voyez, quand elles sont prises en compte séparément ou quand on commence à les prendre en compte par paire, on arrive à la structure générale du cadre théorique de la physique au XXe siècle. Alors vous avez le trépied de la physique théorique, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez, en quelque sorte, vous avez la physique fondamentale, qui comprend la théorie quantique des champs, qui prend en compte H et C, la relativité générale, qui prend en compte G et C, et qui arrive ainsi à l'élaboration d'une cosmogonie scientifique. Et puis vous avez une physique émergente. C'est la statistique quantique qui prend en compte H et K. Alors, cette statistique quantique, elle est très importante. C'est la thermodynamique qui prend en compte K, mais qui prend aussi en compte le fait que vous avez des systèmes dans lesquels vous ne pouvez pas négliger des aspects quantiques. Le fait que, par exemple, vous avez des bosons et des fermions. Et ça, c'est la statistique quantique. Et finalement, cette physique émergente, elle est complètement décrite par ce que Gell-Mann et Hartog, qui sont les tenants d'une interprétation moderne de la mécanique quantique, qu'ils appellent le royaume quasi-classique, the quasi-classical realm. Donc, en fait, ce royaume quasi-classique émerge des théories fondamentales. Et c'est ça qui va nous permettre de décrire toute la physique macroscopique, toute la physique des échelles intermédiaires de l'atome à l'échelle de la galaxie. Alors, j'ai représenté ça toujours avec mon trépied. Bon, encore une fois, ce trépied, je l'ai montré à plusieurs reprises, mais le voilà. Bon, alors, je vais passer quelque temps, puisque je rappelle que le fil conducteur, c'est le paradigme de la lumière, à définir ce que c'est que la théorie quantique des champs. Alors, c'est la prise en compte c'est une théorie qui prend en compte C et H. Elle prend en compte la relativité restreinte. Et prendre en compte la relativité restreinte, c'est accepter la matérialité du champ relativiste. Vous avez équivalence des référentiels inertiels en mouvement relatif uniforme. Vous avez invariance de la vitesse de la lumière dans le vide. Vous devez donc définir une spatialité quadridimensionnelle, c'est-à-dire une cinématique invariante de Lorentz dans l'espace-temps quadridimensionnel de Minkowski. Vous avez l'immatérialité de l'éther. Vous allez complètement éliminer l'éther. Vous dites, vous n'en avez pas besoin, je l'élimine. Vous avez la matérialité du champ. Alors, la matérialité du champ, j'ai une très belle citation d'Einstein et Infeld dans leur petit livre de vulgarisation sur
l'évolution des idées en physique, le champ électromagnétique est pour le physicien moderne aussi réel que la chaise sur laquelle il est assis. Donc, vous voyez, le champ, c'est vraiment un des concepts fondamentaux de la physique moderne. Alors, une propriété très importante, c'est qu'avec la relativité restreinte, déjà, l'énergie précède la masse. Le champ électromagnétique est une matière-énergie sans masse. Alors qu'en mécanique classique, la masse précède l'énergie, on ne peut pas imaginer une énergie, si on n'avait pas une énergie de mouvement, une énergie cinétique d'une particule avec une masse, eh bien, vous pouvez très bien avoir de l'énergie sans masse. L'exemple, c'est la lumière. Les photons sont des particules de masse nulle. Et qui s'est passé avec la découverte du boson de Boole-Tangler-Higgs, c'est que en fait, il y a eu dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de la matière, il y a eu un moment où toutes les particules étaient sans masse dans l'histoire de l'univers, et quelque chose comme une picoseconde après le Big Bang, elles ont acquis leur masse. Quand même quelque chose de sacrément important. Autrement dit, d'abord, vous voyez une chose, c'est que masse et énergie, même si masse et énergie sont reliées par la relation E égale mc2, ça n'a pas exactement la même signification épistémologique. Alors, la physique quantique, alors, c'est très important, là. Ça, je voudrais insister beaucoup là-dessus. C'est quoi les champs quantiques? Qu'est-ce qu'on appelle un champ quantique? Les champs quantiques sont des champs relativistes, d'abord. Ils ont la propriété d'être relativistes, c'est-à-dire qu'ils ont défini comme des fonctions de chaque point de l'espace-temps, et ils sont covariants dans les transformations de Lorentz. Donc on peut avoir des scalaires, des vecteurs, des tenseurs. Ils ont des propriétés de transformation sous une transformation de Lorentz. Une propriété de covariance. Mais alors par ailleurs, les champs quantiques, ce n'est pas seulement des champs relativistes, c'est aussi des champs quantiques. En quoi sont-ils quantiques? C'est que ce sont des champs d'opérateurs. L'opérateur, c'est une notion qui vient de la mécanique quantique. De la mécanique quantique, un opérateur, c'est un opérateur qui agit dans un espace de Hilbert. L'espace de Hilbert, c'est l'espace dans lequel sont représentés les états physiques, les états quantiques. Donc, un champ quantique, c'est un champ d'opérateurs qui agit donc dans un espace de Hilbert et qui provoque des événements d'émission ou d'absorption de quanta d'énergie. Ces événements se sont localisés dans l'espace-temps. Et un champ, c'est un opérateur de production, d'émission ou d'absorption d'un quantum d'énergie. Et pas seulement d'énergie, d'énergie-impulsion. Donc, vous voyez, ce qui est matériel, ce n'est pas le quantum. C'est, d'une part, vous avez l'opérateur, et cet opérateur, il produit des événements. Vous n'avez pas... vous voyez, vous pouvez dire que vous avez... ces quantas d'énergie sont des particules, et on a pu introduire un nouveau concept, le concept d'antiparticules, qui permet de résoudre le problème d'état d'énergie négative. Parce que si vous voulez faire une théorie quantique de champ, vous ne pouvez pas éviter des états d'énergie négative. Eh bien, ces états d'énergie négative, vous les remplacez par des états de particules, d'antiparticules d'énergie positive. Donc, vous voyez, ce qui est très important, c'est l'immatérialité des particules points matériels préexistantes aux événements quantiques dans lesquels elles sont produites. Vous voyez, ce qui est préexistant, ce n'est pas des particules. C'est des champs. C'est des champs quantiques. Et je pense que c'est ça la grande nouveauté de l'électrodynamique quantique. Les photons ne préexistent pas. C'est le champ électromagnétique quantifié qui produit des photons ou qui absorbe des photons. Donc ça, je crois que c'est vraiment très, très, très important. Et alors... cette façon d'être matérielle qu'a la lumière, c'est un champ électromagnétique quantique. Elle sert de paradigme à toute forme de matérialité. Alors, le modèle standard,
de la physique des particules, il nous dit que ces champs quantiques sont en interaction locale. Ils forment ce qu'on peut appeler la matière première de l'univers. J'aime bien ce terme de matière première parce que c'est un ami qui est hélas décédé, Michel Crozon, qui avait écrit presque en même temps que notre livre sur la matière espace-temps. Il avait écrit un livre sur la matière première. Et donc j'ai tenu à lui rendre hommage en parlant de cette matière première de l'univers. Alors, qu'est-ce que vous avez dans le modèle standard? Vous avez le paradigme de l'électrodynamique quantique. Alors, c'est quoi? Pourquoi ça sert de paradigme? C'est qu'il se trouve que l'interaction électromagnétique, une fois que vous l'avez quantifiée, elle a quand même une limite classique. C'est l'électromagnétisme de Maxwell. Et donc, vous avez la possibilité d'expérimenter, de toucher cette réalité. Hein. Vous avez donc l'existence d'une limite classique. Vous avez l'effet des corrections quantiques et relativistes qui sont mesurables en physique atomique. Alors, cette théorie, elle a une propriété d'invariance qu'on appelle l'invariance de jauge. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette invariance de jauge? Vous voyez, elle fait apparaître, cette théorie, c'est le couplage du champ électromagnétique avec le champ quantique de l'électron. Ce champ quantique de l'électron, il est défini à une phase près. Vous pouvez ajuster l'origine des phases comme vous le voulez en chaque point de l'espace-temps. Et vous avez une symétrie qui vous permet, cette symétrie où vous changez cette phase qui est relative, eh bien, cette symétrie, c'est ce qu'on appelle la symétrie de jauge. Vous pouvez l'avoir à condition qu'existe le champ électromagnétique et que ça vienne compléter ce qu'on appelle le Lagrangien de l'électrodynamique quantique. Autrement dit, le Lagrangien de l'électrodynamique quantique, c'est qui contient toute l'interaction, toute la dynamique de l'interaction. C'est un peu l'ADN de l'électrodynamique quantique. Il est déterminé par ce principe d'invariance de jauge. Et alors, qui plus est, cette théorie est renormalisable. Alors, pour le moment, mettez entre parenthèses, parce que dans quelques transparents, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une théorie renormalisable. Une théorie renormalisable, c'est une théorie dans laquelle, lorsqu'on veut tenir compte des corrections quantiques, il apparaît des divergences, des infinis. Et la théorie est renormalisable si vous pouvez englober toutes ces divergences dans une redéfinition des constantes de la théorie. Et ça veut dire qu'une théorie est renormalisable, bien, vous pouvez la comparer à l'expérience. Donc, l'électrodynamique quantique, elle a une symétrie de jauge, et c'est grâce à cette symétrie... Alors, cette symétrie de jauge permet de contraindre complètement la dynamique de l'interaction, et d'autre part, c'est grâce à cette théorie de jauge que la théorie est renormalisable, c'est-à-dire qu'elle est calculable. Donc, ça a toutes les propriétés pour être un paradigme. D'une part, ça fait partie du modèle standard, mais on va pouvoir s'inspirer de ça pour construire des autres théories. Par exemple, généraliser l'invariance de jauge à d'autres invariances de jauge plus importantes. Et c'est ce qui s'est passé. Et est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'on va arriver à des théories renormalisables? C'est ce qui s'est passé. Alors, donc, généralisation aux autres forces, aux autres interactions fondamentales, non gravitationnelles. Vous avez des théories à invariance de jauge non abéliennes, parce que l'invariance de jauge de l'électrodynamique quantique, c'est le changement d'une phase, c'est une théorie, c'est abélien, c'est commutatif. Et si vous avez un groupe de transformations non abéliens, vous avez une théorie de jauge non abélienne. Et donc, vous avez... Alors, ces théories se sont développées. D'abord, on a pu découvrir un niveau plus profond que celui des protons et des neutrons, et des hadrons de manière générale. Les hadrons, c'est les particules qui participent à toutes les interactions, y compris à l'interaction forte. Et donc, on a découvert un niveau subhadronique, c'est celui des quarks, et donc des quarks et des gluons. Et donc, on a pu trouver une théorie qu'on appelle la chromodynamique quantique, qui est l'interaction forte des quarks et des gluons à petite distance. Et cette théorie, d'une part, c'est une théorie de jauge non abélienne, elle est aussi renormalisable. Et puis vous avez la théorie électrofaible, parce qu'on n'avait pas de théorie de l'interaction faible, on n'avait qu'une théorie effective qui était le modèle de Fermi, mais on s'est rendu compte que ça serait très intéressant si on pouvait unifier l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. C'est très curieux, parce que l'interaction électromagnétique, elle a une portée infinie.
elle a des effets macroscopiques, alors que l'interaction faible a une portée minuscule, qui est 1/100 de la taille d'un noyau. Mais cette interaction faible, elle est très importante. C'est elle qui est responsable de l'énergie des étoiles. C'est elle qui est responsable de certaines réactions de désintégration radioactive, mais enfin, c'est l'énergie des étoiles qui relève de l'interaction faible. Et donc, pouvoir les unifier, c'était très tentant. Et ce qui s'est passé, c'est que on était confronté à des défis théoriques sur lesquels je vais revenir, qui ont pu être résolus grâce au mécanisme de Brooks-Englert-Higgs. Et on a pu réussir cette unification. Et donc on a maintenant, avec ce modèle standard, on a un accord théorie-expérience qui est très bon. Il n'est pas aussi bon qu'avec l'électrodynamique quantique, parce que dans l'électrodynamique quantique, vous pouvez faire des corrections en physique atomique, et où là vous avez des précisions de 10-11. Avec les interactions fortes et faibles, eh bien, vous avez en gros quelque chose qui est du millième, ce qui est quand même très, très satisfaisant. Et puis, alors, le dernier chaînon manquant, c'était le boson de Higgs qui était recherché au LHC, mais maintenant il a été découvert. Alors, quelques mots à propos du boson BEH. Alors là, je ne pourrais pas en dire beaucoup, parce que, d'abord, c'est trop compliqué pour en parler comme ça. D'ailleurs, effectivement, je montre souvent ce petit croquis là où on voit un personnage qui s'appelle le boson de Higgs, qui est chez son psy et qui dit « personne ne me comprend ». Quoi. Et donc, alors si vous voulez en savoir plus, alors je fais un petit peu de publicité, vous avez notre livre avec Michel Spiro, c'est un livre de poche, qui fait 543 pages. Les 2 bons tiers du livre, c'est pour expliquer le mécanisme mécanisme de Brooks-Englert-Higgs. Mais enfin, bon, néanmoins, je vais en dire quelques mots. Quel était le défi de l'unification électrofaible? Le défi, c'est le suivant. L'unification semble possible. Ça serait ce qu'on appelle l'unification électrofaible avec le modèle des bosons intermédiaires massifs, qu'on appelle MBI, hein, le modèle des bosons intermédiaires massifs. Mais sans l'invariance de jauge, il nous faut une invariance de jauge. Si vous n'avez pas cette invariance de jauge, ce modèle des bosons intermédiaires massifs n'est pas renormalisable, ce n'est pas calculable. Donc vous pouvez l'appliquer avant de mettre des corrections quantiques, mais si vous mettez les corrections quantiques, vous perdez tout. Bon. D'autre part, avec l'invariance de jauge, le modèle des bosons intermédiaires est renormalisable. Mais il faudrait que les bosons intermédiaires fussent sans masse. Ils ne sont pas sans masse. Bon. Et d'autre part, pour qu'existe une théorie asymétrie de jauge dans l'interaction faible, il faudrait aussi que tous les constituants élémentaires de la matière, c'est-à-dire les quarks, et aussi les leptons, c'est-à-dire les particules comme l'électron qui ne participent pas à l'interaction forte, il faudrait aussi qu'ils fussent sans masse. Et donc, ces 2 conditions sont en contradiction flagrante avec la réalité expérimentale. Donc, il a fallu concocter, voilà, des bosons intermédiaires sans masse et des fermions sans masse sont en contradiction flagrante avec l'expérience, et donc il a fallu concocter un modèle pour s'en sortir. Alors, je dis, en gros, je rappelle ici ce que c'est qu'une théorie renormalisable. Si toutes les intégrales divergentes qui entrent dans les calculs théoriques des observables physiques, lorsqu'on tient compte des corrections quantiques, peuvent être rendues finies au prix d'une redéfinition dépendante de l'énergie de ces paramètres fondamentaux. Et d'autre part, si la théorie est normalisable, cette dépendance dans l'énergie est prédictible. Donc une théorie renormalisable, on peut la comparer à l'expérience sans arbitraire, sans avoir à introduire un paramètre nouveau à chaque énergie. Alors, qu'est-ce que nous dit le modèle standard? Là, je résume le modèle standard dans ce transparent, enfin, dans cette image. Vous avez en violet les quarks, UCT, DSB. Il se trouve que vous avez une classification en lignes et en colonnes. Les colonnes 1, 2, 3, c'est ce qu'on appelle des générations ou des familles qui représentent une sorte de bégaiement de la nature. La nature a reproduit 3 fois la même structure.
C'est-à-dire, la première génération, U et D, c'est les constituants du proton et du neutron, donc de toute la matière ordinaire. L'électron et son neutrino, l'électron est là dans la matière ordinaire. Et puis vous avez, cette structure est reproduite dans la génération 2 et dans la génération 3, sauf que ils ont les mêmes propriétés, sauf les masses. C'est comme ça. Donc ça, il a fallu accepter ça. C'était une surprise, ce n'était pas prévu. Et ça reste toujours un des problèmes pour expliquer cette structure. Ça serait probablement à faire dans une physique au-delà du modèle standard, pour comprendre d'où vient cette hiérarchie de masse. Et puis alors, vous avez donc en violet les quarks, en vert, vous avez les leptons, qui se partagent en deux sous-familles, les leptons chargés, E, mu, tau, et les neutrinos, qui sont des leptons sans charge électrique, donc qui ne participent qu'à l'interaction faible, et même pas à l'interaction électromagnétique. Autant dire que les neutrinos, c'est des particules qui n'ont presque pas d'interaction. Les neutrinos en provenance du Soleil nous traversent sans que rien n'arrive. Si on voulait arrêter des neutrinos avec une épaisseur de plomb, il faudrait les arrêter avec une chance de 1 sur 2 pour les arrêter, il faudrait une année-lumière de plomb. Donc c'est vraiment des particules très difficiles à détecter, mais qu'on arrive maintenant à détecter. Et puis alors en orange, vous avez les bosons qui véhiculent les interactions de jauge. Vous avez le photon, gamma, les gluons G, et puis le Z0 et le W, qui sont maintenant massifs. Alors ils sont massifs grâce au mécanisme de Browne-Tangler-Higgs. Et alors c'est pourquoi j'ai complété ça par une image qui vous montre le rôle décisif de ce boson, le rôle crucial. C'est la clé de voûte du modèle standard. Vous voyez, j'ai mis dans les petits rectangles les particules de matière, les leptons chargés, les neutrinos et les quarks. Dans les ronds bleus, j'ai mis les bosons de jauge, le photon, le W, le Z et les gluons. Et puis dans le rond rose, eh bien, le boson BEH. Et ces lignes bleues montrent les interactions. Donc, le boson BEH donne de la masse à toutes les particules avec lesquelles il est couplé, avec lesquelles il interagit. Donc, il donne de la masse aux leptons chargés. Il donne de la masse au W. Il donne de la masse au Z. Il donne de la masse au quark. Mais il n'en donne pas aux photons. Il n'en donne pas aux gluons. Et il n'en donne pas aux neutrinos. Donc, si les neutrinos ont une masse, cette masse vient d'une physique au-delà du modèle standard. Il se trouve que les neutrinos ont une masse, toute petite, mais ils ont une masse. Ça, c'est pour le moment le seul indice que nous ayons d'une physique au-delà du modèle standard. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et alors, d'autre part, le boson BEH interagit avec lui-même, auto-interagit. De la même façon que les W auto-interagissent et que les gluons auto-interagissent. Vous voyez, ça c'est, je crois, extrêmement important. C'est que le fait que des champs ont une auto-interaction peut jouer un rôle très important dans la formation de la matière en général, et donc finalement dans la formation de l'univers. Donc le boson BEH a joué un rôle, les W jouent un rôle, et probablement le gluon joue aussi un rôle. Voilà, je ferme ça pour maintenant revenir. Alors oui, je vais quand même continuer avec le modèle standard de la cosmologie. J'ai encore... combien de temps? 25 minutes, c'est bon. Question incluse, je vais essayer de comprimer, d'accord. Oui, c'est vrai. Alors, là, j'ai écrit, je passe très vite là-dessus, l'équation d'Einstein. Alors, cette équation d'Einstein, j'ai des amis, une fois où j'ai été faire une conférence à Vannes, et ils m'ont donné cette photo. Ils ont été une fois faire du tourisme en Bolivie. Ils ont trouvé, dans le désert de Bolivie, un désert de sel en Bolivie, ils ont trouvé une vieille locomotive où est écrite l'équation d'Einstein. Ils m'ont offert cette photo que je trouve absolument magnifique. C'est donc l'équation d'Einstein, vous voyez, R mu nu moins G mu nu R moins plus lambda G mu nu égale T mu nu. Bon, voilà, vous avez l'équation d'Einstein. Alors, je passe là-dessus parce que je préfère quand même qu'on ait du temps pour pouvoir discuter. Hein. Alors, par contre, ce que je veux vous montrer ici, c'est une notion très importante, c'est la notion d'horizon. Voilà ce qui se passe, c'est que l'univers est en expansion.
Mais imaginez que l'univers n'ait que deux dimensions d'espace, que ce soit la surface d'une sphère, et que cette sphère se gonfle et a un rayon croissant avec le temps. Voilà ce modèle, parce que ce modèle-là, ça nous permet d'imaginer un modèle qui est spatialement fini, mais qui n'a pas de bord. La surface d'une sphère n'a pas de bord, mais c'est fini. Par contre, il va apparaître un bord, c'est un horizon ce qui apparaît. C'est-à-dire si le rayon de la sphère croît avec le temps, eh bien, on peut imaginer que la vitesse de croissance de ce rayon de la sphère fasse que si vous avez un petit cercle, qui est écrit en rouge ici, ah oui, merci. Si vous avez un petit cercle ici, qui se déplace à la vitesse de la lumière, eh bien, ce cercle rouge est pour l'observateur qui est en haut un horizon. Ça veut dire que la lumière qui vient d'un point ici ne peut pas parvenir à haut parce que ce cercle fuit à la vitesse de la lumière. Donc l'univers observable par haut, c'est la partie en blanc ici. Donc vous avez un horizon qui limite l'univers observable. Je note en passant que, vous voyez, si vous imaginez que vous allez remonter le temps, l'univers va se contracter, et à la fin, il va se réduire à un point. Ce point, ça sera le centre de la sphère. Mais le centre de la sphère n'est pas dans l'univers. Parce que l'univers, c'est la surface de la sphère. Donc c'est ça qui fait que n'importe quel observateur peut se dire qu'il est sur sur le Big Bang. Le Big Bang peut-être est partout, bien qu'il soit nulle part. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de porter le rayon de l'horizon en fonction de A. De A, c'est le facteur d'échelle. C'est quelque chose qui est proportionnel au rayon de la sphère. Vous voyez, ce rayon de l'horizon, c'est la valeur de A de t lorsque la vitesse de A de t, à point de t, vaut C. Et c'est pour ça que vous avez RH égale C A de t sur A point de t. Si vous avez un rayon de l'horizon qui est constant, ça c'est ce qui se passe pour une expansion exponentielle de De Sitter. Donc le rayon de l'horizon est constant, mais la taille de la sphère croît exponentiellement avec le temps. Et alors ce qui se passe, c'est que dans la cosmologie lambda CDM, vous avez une phase de De Sitter au tout début de l'univers. Et qui va faire que votre univers va croître, va avoir une taille croissant exponentiellement à horizon constant. C'est-à-dire que vous avez l'impression que rien ne se passe. C'est une sorte d'univers statique, mais en réalité, il n'est pas du tout statique. Et en fait, il devient spatialement plat, parce qu'une sphère de rayon infini, c'est un plan. Bon, je vais passer sur les autres, parce que là, ça serait vraiment trop long. Et alors là, voilà, j'en arrive maintenant au nouveau rôle que prend maintenant la lumière. Alors, ce qui s'est passé avec la cosmologie contemporaine, on s'est rendu compte que lorsque quelque chose comme 480 000 ans après le Big Bang, il y a eu une transition qui s'est passée dans l'univers où on avait un plasma de noyaux et d'électrons qui s'est condensé en atomes neutres. Auparavant, donc, la lumière était piégée. Elle était piégée parce qu'elle ne pouvait pas sortir de ce plasma. Par contre, quand la température a suffisamment baissé, eh bien vous avez une émission de lumière. C'est-à-dire, vous voyez que par rapport à ce qui se disait ce matin, avec la transition initiée par le mécanisme BEH, avant la brisure de la symétrie électrofaible, on n'avait pas le photon. On avait une autre particule qui n'était pas le photon. Après la brisure, vous avez une séparation de l'interaction faible et de l'électrodynamie quantique. C'est-à-dire que le photon apparaît. Ça, c'est le luxe. Mais lorsque le plasma se recondense et que vous voyez apparaître la lumière, c'est le lumen. Vous voyez, alors, le luxe, c'est une picoseconde après le Big Bang,
et le lumen, c'est 480 000 ans après le Big Bang. Alors ça correspond au premier jour et au troisième jour, mais enfin bon. Donc voilà, alors cette carte-là, on s'est rendu compte que la connaissance de cette carte du rayonnement de fond cosmologique pouvait être une source fantastique de renseignements et, à propos de l'histoire de l'univers. Alors, cette carte est une carte en fausse couleur qui nous montre la température de ce rayonnement de fond cosmologique avec des fausses couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des petites fluctuations qui sont de l'ordre du 100 millième. Le rouge et le jaune, c'est un peu au-dessus, température au-dessus, et puis le bleu, le vert et le bleu, c'est en dessous. D'accord? Mais donc c'est plutôt le 100 millième. Et il se trouve qu'on s'est rendu compte que analyser cette carte, ça pouvait nous dire, parce que ces petites fluctuations de température, ce sont des fluctuations de densité, donc de gravitation. Ça veut dire que là, c'est là que s'est passé, c'est peut-être le reflet de fluctuations du champ gravitationnel qui ont existé bien avant les 480 000 ans. Et ces fluctuations pourraient être les germes de la formation des grandes structures de galaxies. Et donc on a pu, avec ça, alors ça c'est la lumière, donc vous voyez, la lumière va redevenir un moyen d'investigation. Elle a servi de paradigme, et maintenant, on ne va plus faire une théorie de la lumière, on considère qu'elle est acquise, la théorie de la lumière. Mais c'est la lumière, comme sa théorie est bien élaborée, eh bien, elle va nous permettre de faire des investigations et puis d'explorer vraiment l'univers. Et alors, de même aussi, la lumière, quand elle se propage dans l'espace, elle subit la gravitation. Et cette gravitation fait des effets de l'antigravitationnel. Et avec ces effets de l'antigravitationnel, on peut arriver à remonter à la distribution de ce qu'on appelle la matière sombre ou la matière noire, parce que cette matière n'a pas d'interaction autre que gravitationnelle, donc on ne la voit pas, mais on peut la voir indirectement par les effets de l'antigravitationnel qu'elle provoque. Et on a par exemple cette image que je trouve absolument admirable. Vous avez ici alors en bleu, c'est toujours des fausses couleurs, hein. En bleu, on va essayer de représenter la carte de la matière sombre. Plus c'est bleu et plus il y a de la matière sombre. Et donc vous avez une sorte, vous voyez, vous en avez beaucoup au centre. Alors ce qu'on pense, c'est qu'au centre s'est produit une collision de deux gros amas de galaxies. Et cette collision, qui dure quelques centaines de millions d'années, hein, c'est pas un événement instantané, hein, mais cette collision, elle a entraîné avec elle, les amas de galaxies ont entraîné avec eux de la matière sombre, et cette matière sombre, elle a un peu, c'est comme quand vous lâchez un pavé dans une mare, vous avez des ondes circulaires qui apparaissent, et on voit apparaître là quand même quelque chose qui ressemble à des ondes. Vous avez ici une grosse amas, et puis un autre anneau. Et donc, vous voyez, on a maintenant la lumière qui nous permet d'aller explorer, qui va nous servir plus comme instrument d'exploration que comme paradigme. Ah, vous avez ça aussi. Alors ça, c'est le résultat qui a été présenté par le satellite Planck. Ils ont pris ce principe de rayonnement de l'antigravitationnel. Ils partent de la carte de rayonnement de fond cosmologique et puis ils sont capables de modéliser le mouvement de la lumière jusqu'à aujourd'hui, compte tenu de ces effets de l'antigravitationnel, et ils disent qu'ils sont maintenant capables de nous donner une carte sur l'ensemble du ciel de la matière sombre. Et ça donne la chose suivante, que je trouve assez admirable. Vous voyez, alors là aussi, c'est fausses couleurs. Quand c'est blanc, c'est que vous en avez beaucoup. Alors là où c'est blanc, c'est qu'on est tout près des amas de matière ordinaire, parce que la matière noire est attirée par la matière ordinaire. Elle aide la matière ordinaire à former ces structures, mais elle répond, qui rétroagit sur la matière noire. Et donc vous avez cette carte de la matière noire. Ça a l'air de dire quand même que cette matière noire, elle est partout, pratiquement partout. Elle fait 5 fois la densité de matière ordinaire. Donc 5 fois la matière que nous connaissons nous est invisible et ne peut être vue qu'indirectement grâce à la lumière. Et donc voilà, ça c'est considéré comme un des problèmes majeurs de la physique contemporaine. C'est une sorte de... Vous voyez ce qui se passe, fait que vous avez deux modèles standards, le modèle standard de la physique des particules et le modèle standard de la cosmologie, qui sont en train d'entrer en conflit. Et ça, c'est peut-être une crise
annonciatrice d'une nouvelle révolution scientifique. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et donc je termine en vous montrant le nouveau modèle, le tableau complètement complété du modèle standard. Vous avez donc, depuis 2012, alors on est en train de s'interroger sur la décohérence, la théorie quantique de l'information, des concepts comme l'holographie, etc. Et puis vous avez des possibilités avec seulement des points d'interrogation. Est-ce que vous avez la grande unification? Est-ce que vous avez la supersymétrie? Est-ce que vous comprenez la matière sombre? Est-ce que vous comprenez l'inflation? Est-ce que vous comprenez la gravitation quantique? Donc vous avez une foule d'interrogations qui sont... Mais ces interrogations prennent de plus en plus la forme de véritables questions scientifiques qu'on peut se poser simplement, tranquillement, on peut se les poser. Pas de la même façon qu'Einstein. Vous savez, Einstein... dans les années 40, s'était rendu compte qu'il y avait une contradiction majeure entre la physique quantique et la relativité générale. Il disait, si on voulait réconcilier ces deux théories, même avec seulement la relativité restreinte, il dit là, les difficultés seraient terrifiantes, mais en fait, les difficultés terrifiantes, elles sont résolues. Avec la théorie quantique des champs, on a réconcilié mécanique quantique et relativité restreinte. Quant aux autres difficultés, il dit qu'elles s'élèveraient jusqu'au ciel. Eh bien non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle s'élève jusqu'au ciel. Ça fait partie des choses qui, peut-être dans les quelques 20, 30 ou 40, 50 ans, seront résolues. Voilà. Alors j'ai terminé aussi par un autre transparent où je vous montre un peu toujours le même trépied et puis les problèmes qui sont à l'interface. Bon, je me suis amusé à les mettre ici. Donc à l'interface physique des particules cosmologiques, la grande unification. Pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière dans l'univers observable? Ça, on ne sait pas. Qu'est-ce que la matière sombre, qu'est-ce que l'inflation? Vous avez la constante cosmologique, l'énergie sombre, vous avez les trous noirs et le paradoxe de l'information, vous avez la décohérence et l'intrication. Et donc là, je vais en rester là et je vous remercie pour votre attention. Je peux le garder, oui. C'est la place aux questions. Oui. Merci d'abord pour cette synthèse monumentale de toute la physique, presque. En fait, la question, elle voudrait revenir sur quelque chose dans le passé. Et je ne sais pas si elle est scientifique ou sociologique. C'est à propos de la crise qui a eu lieu, de la principale révolution scientifique au début du XXe siècle, oui. Et donc sur les défauts de la qu'on appelle la physique classique, thermodynamique, relativité, électromagnétisme. Il est apparu des défauts qu'on connaît, les deux petits défauts que dit Kelvin, par exemple, avec le corps noir et l'avance du périhélie de Mercure. Mais en fait, dès le début de la physique classique, disons au temps de Newton, à la fin du XVIIe siècle, il y avait deux problèmes. Et la question que je pose, c'est pourquoi on n'en parle jamais de ces deux problèmes. Le problème, c'est la stabilité gravitationnelle de l'univers de Newton. Il devait s'effondrer sur lui-même. Et il avait à l'époque les moyens, je ne sais pas s'il l'a fait, mais les moyens mathématiques de calculer le temps de chute en fonction de l'évolution de la densité de l'univers. Il s'en est tiré par une pirouette dans une lettre en disant c'est infini, il n'y a pas de centre, mais ça c'est une entourloupe. Donc on est resté pendant 2 siècles et demi avec un modèle qui devenait standard, mais qui ne tenait pas debout. Nos ancêtres, les Gaulois, étaient plus cosmologistes que Newton. Hein. Ils avaient peur on m'a dit à l'époque, quand j'étais en épi de classe, qu'ils avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. C'était logique. Et un deuxième ennui de toute la théorie classique, et là aussi qui est déjà conçu au XVIIe siècle, la première, notamment par Kepler, c'est le problème de la lumière. Et on est justement dans la lumière, c'est que dans cet univers statique, la lumière doit se
s'accumuler indéfiniment. Alors avant la découverte de l'équilibre thermodynamique, on pouvait dire ça se limite à la température, à la brillance de la surface des étoiles. En fait, avec l'équilibre thermodynamique, ça tend vers l'infini. Donc on devait avoir un univers qui devait tomber sur lui-même et qui devait être infiniment brillant, dans lequel il ne faisait pas nuit la nuit. Voilà. Et apparemment, personne ne s'en souciait. Einstein lui-même s'est pas soucié d'ailleurs tellement que son modèle statique ne résolvait pas le problème de l'obscurité de la nuit. Je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'idée du caractère non statique de l'univers n'était pas évidente. C'était pas évident parce que quand vous regardez le ciel, vous avez l'impression que vous avez le ciel des étoiles fixes et puis les phénomènes sublunaires et donc l'idée, la première idée qui vient, c'est l'univers statique. Et bon, alors cela étant, par contre, ça bougeait très vite, hein, parce que dès les années 20, on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait de la fuite des galaxies, et donc il y avait l'univers en expansion. Et d'ailleurs, alors, Einstein s'est acharné pour essayer de stabiliser son univers, parce qu'il avait été conscient qu'avec la théorie de Newton, l'univers aurait dû s'effondrer sur lui-même. Bon. Et puis il a vu qu'avec sa théorie aussi, et c'est pour ça qu'il avait rajouté sa constante cosmologique. Bon. Et puis après, quand on lui a montré qu'il y avait l'univers en expansion, il a fini par faire un article avec De Sitter en 1932, dont il a abouti à l'univers d'Einstein-De Sitter, dans lequel, avec ou sans constante cosmologique, on pouvait avoir un univers en expansion, en contraction ou statique. On pouvait avoir tout. Et donc, finalement, quand il a dit que la plus grosse erreur de sa vie, c'est d'avoir introduit cette constante cosmologique, Carlo Rovelli dit, c'est pas ça sa plus grande erreur. Parce que, d'abord, ça, c'est pas une erreur d'avoir introduit une constante, parce qu'après tout, si elle peut exister, comme le dit Georges Lemaître, qu'il le dit à Einstein, lui-même, il dit, dire que la constante est nulle, c'est un choix arbitraire. Donc, si elle est là, si elle peut être là, on peut la mettre. Bon. D'après Rovelli, la grosse erreur d'Einstein, la plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir vu qu'avec la relativité générale, il pouvait avoir un univers en expansion. C'est-à-dire qu'il a raté l'univers en expansion. Il aurait été vraiment le père de la cosmologie, vraiment, s'il n'avait pas raté ça. Voilà. Newton aurait... Alors l'autre, c'est pareil. C'est un petit peu là, par exemple, le problème, c'est le problème de pourquoi la nuit est-elle noire. C'est ça, hein. Bon. Eh bien là, avec l'expansion de l'univers, vous en sortez. Bon, ben voilà, à l'époque... Pourquoi aujourd'hui, on ne cite pas ces deux... Ah mais non, parce que c'est plus ou moins résolu. Grâce avec l'expansion de l'univers, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de paradoxe de la nuit noire, et puis vous avez un univers qui peut très bien être... Je parle d'un point de vue historique, pourquoi on a négligé ces deux problèmes fondamentaux, on n'en parlait pas. Bon, alors c'est l'historien qui va vous dire, moi je ne sais pas. Newton lui-même pose le problème de la matière. Et il le pose à propos de la lumière, puisqu'il dit que la lumière peut ou être réfractée ou être réfléchie. Donc, il existe des forces diversement mises en action qui agissent sur les mêmes particules. Et de cette constatation, il arrive à son modèle atomique de matière en disant si la matière existe comme je le dis, elle doit s'effondrer sur elle-même. Pour qu'elle ne s'effondre pas, il faut qu'il y ait des forces répulsives à petite distance. Et ces forces répulsives à petite distance créent la réflexion, tandis que les forces gravitationnelles créent la réfraction. Il le dit dans les questions, dans la 31e question de l'optique. Et moi je pense, puisque cette 31e question de l'optique contient énormément d'alchimie, la science de la matière de l'époque, c'est l'alchimie. Et c'est certainement pour trouver les forces répulsives dans l'univers qu'il fait de l'alchimie. Ça, on n'en a pas les preuves, puisque la majorité de ces papiers, il a foutu le feu accidentellement. Et l'autre partie a été traduite, puisque son fameux petit coffre qu'il avait interdit d'ouvrir a été ouvert dans les années 37 ou 38 et commence à être décrypté. Et d'ailleurs, l'éditeur Trédiel, qui est un éditeur totalement ésotérique, a fait une traduction d'une partie dans La chasse au lion vert de Newton pour réhabiliter l'alchimie en la référant à Newton. Pardon.
Force répulsive à petite distance, ça veut dire que le vide intersidéral serait pour Newton plein de choses. Bah, probablement, oui. Alors, là aussi, contradiction qu'il pose dans sa 31e question. Lorsque je vous ai parlé ce matin de la condensation de l'éther pour expliquer la diffraction, il pose la question. Alors, il introduit l'éther. Et 2, il dit, est-ce que cette condensation de l'éther ne serait pas responsable de la gravitation de Saturne? Donc vous voyez jusqu'où il va. C'est-à-dire qu'il se pose des questions qui sont exactement les mêmes questions. Oui. Alors finalement, la matière noire, est-ce que c'est le nouvel éther? Effectivement. Je me permets de poser une autre question Ah oui, bien sûr. à propos de la théorie quantique des champs. Vous avez parlé des opérateurs de champs en les présentant comme ayant une réalité et étant la réalité première finalement. Alors je pense à un auteur, Paul Teller, qui a fait une étude un petit peu fouillée aussi de la théorie quantique des champs en analysant justement le fait du fait que les opérateurs de champs s'inscrivent dans une structure non commutative et qu'ils sont, vous l'avez dit, ils sont définis que localement. Du coup, si un opérateur de champ dans un contexte donné définit les opérateurs de champ mutuellement incompatibles, eux ne le sont plus. Du coup, on est vraiment loin de la notion de champ historique. Et du coup, je relis cette question à la thématique de la journée. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir plutôt la notion de champ finalement comme un modèle heuristique intermédiaire, un petit peu comme la notion que vous avez utilisée, c'est-à-dire dans une première étape, ça a été historiquement, on est parti des champs qu'on a quantifiés et on est arrivé finalement à qui n'a plus trop à voir avec la notion de champ au sens classique. Effectivement, ça c'est une possibilité. Il y a d'ailleurs tout ce qui s'est passé autour de l'idée des supercordes, des cordes, des membranes, c'est de dépasser la théorie des champs. Donc d'avoir une théorie avec un paramètre qui est la tension de corde, qui serait telle que lorsque la tension de corde tend vers l'infini, c'est-à-dire que on retrouverait la théorie des champs. Donc effectivement, c'est une approche, c'est une approche possible. Cela étant, je pense qu'on n'a pas fini d'exploiter tout ce qu'il y a dans cette notion de champ quantique. On est loin d'avoir fini. D'ailleurs, à cet égard, je veux raconter l'histoire qui est arrivée à Weinberg. Weinberg est un des pères du modèle standard de la physique des particules. C'est lui qui a fait l'unification électrofaible. Après ça, il est passé à la théorie des cordes. Et puis, petit à petit, il en est un peu revenu parce qu'on se rend compte... Vous voyez ce qu'il y avait avec l'idée de la théorie des cordes? On espérait que les contraintes théoriques de la théorie des cordes devaient être telles qu'il n'y ait qu'une seule théorie possible pour les cordes qui pourrait unifier gravitation et toutes les autres interactions. Bon. Et puis on s'est rendu compte que ces contraintes n'arrivent pas à tout contraindre. En fait, il y a une quantité quasiment infinie de théories de cordes possibles. Alors ça, je dois dire, ça l'a découragé. Il est revenu à la théorie quantique des champs, et puis il se rend compte que finalement, peut-être que la théorie quantique des champs pourrait marcher, y compris pour la gravitation. Alors bon, on ne connaît pas de théorie renormalisable de la gravitation en théorie quantique des champs, c'est pour ça qu'il y a une difficulté, mais il a défini une façon, un critère un peu plus faible que la renormalisabilité. Il appelle ça la sécurité asymptotique, c'est-à-dire que la théorie a une limite à très haute énergie, même si cette limite n'est pas une théorie sans interaction, mais néanmoins elle a une limite finie, et donc il a même essayé d'envisager si une telle théorie asymptotiquement sûre pour la gravitation ne pourrait pas avoir une phase d'inflation comme celle qui est maintenant mise en évidence. Donc je crois qu'on n'a pas fini d'exploiter toutes les possibilités de la théorie quantique des champs. D'autre part, la théorie quantique des champs, elle peut être envisagée d'une manière plus axiomatique, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'algèbre des opérateurs en question, sans se concentrer sur l'espace de Hilbert sur lequel ces opérateurs agissent. Donc pour élargir le champ possible des théories quantiques de champ. D'accord ?
Et ça, c'est une approche dont on n'a pas fini de sortir tout ce qu'il est possible de sortir. Donc voilà, autrement dit, le problème n'est pas... bon, on peut essayer d'envisager d'autres choses. Mais pour le moment, je crois qu'on n'a pas fini de tout exploiter. Voilà. Une autre question? Oui. Un instant. Bonjour, donc je vous remercie pour cette conférence. Donc, je voudrais vous poser deux questions qui sont un peu connexes, qui n'ont pas. Donc, le problème qui m'intéresse, c'est la vulgarisation scientifique. Pardon? La vulgarisation scientifique mettons, au grand public. Donc, je pense qu'il y a quand même une très très grande difficulté pour essayer d'expliquer au grand public ce que vous avez exposé, notamment dans le vocabulaire, puisqu'il peut y avoir des confusions. Vous parlez de théorie des cordes, donc qu'est-ce que c'est qu'une corde pour le grand public? Qu'est-ce que c'est qu'une corde pour le physicien des particules? De même la couleur des bosons. Donc je pense quand même que c'est nous en tant que scientifiques, on a un devoir de vulgarisation, mais bon, c'est très très difficile. Et la question qui est connexe également, donc à Montpellier, mais je pense dans d'autres universités, il y a, de sciences, il n'y a pas d'enseignement de l'histoire des sciences. Et à quel moment, d'après vous, doit intervenir des modules d'histoire des sciences? Alors en général, c'est relégué plus ou moins à une option de première année, alors que, d'après moi, pour bien comprendre l'histoire des sciences, il faut avoir un bagage scientifique très important. Et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir en fin d'études, en master, une option obligatoire d'histoire des sciences et d'épistémologie? Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec vous. Je pense que d'une part, elle peut commencer très tôt, l'histoire des sciences, même au lycée, même en terminale. Je pense que ça peut être pas... Voilà. Mais cela étant, il faut qu'elle se prolonge jusqu'au master, y compris au master 2. Et je pense qu'effectivement, en tous les cas pour la physique, les mathématiques, eux, l'ont mis. Ils ont, dans leur commission, ils ont une sous-commission d'histoire des mathématiques. Eh bien, il faudrait une sous-commission d'histoire de la physique, parce que je crois que ça serait très nécessaire. Alors, laissez-moi dire une petite parenthèse à propos de notre livre. Vous voyez, un livre, ça permet d'avancer. Parce qu'une conférence, on ne peut pas faire dans une conférence. Mais dans un livre qu'on prend, qu'on peut reprendre, qu'on peut regarder, on peut dire des choses. Et alors, il s'est trouvé aussi que pour notre livre, nous avons eu la chance d'avoir une postface de Michel Serres. Et sa postface est très très intéressante parce qu'il explique que dans notre livre, nous avons trois récits qui s'entremêlent. Nous avons le récit de l'histoire de la découverte du boson, vous avez l'histoire de la physique depuis Newton jusqu'à Higgs, et puis vous avez l'histoire de l'univers. Et donc vous arrivez à tout faire. Et par ailleurs, ce que je sais de Michel Serres, parce que je l'avais vu auparavant, il prône un enseignement universel qui serait dans toutes les premières années de fac du monde entier. L'idée de faire un peu le point de ce grand récit de l'univers. Parce qu'après tout, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi faisons-nous cette science? Après tout, pourquoi? Pourquoi on envoie cette sonde vers la comète? C'est fou. On va aussi l'histoire du boson, c'est incroyable. C'est deux expériences avec 3000 physiciens chacune qui ont découvert le boson. Bon. Des gens qui ont consacré toute leur vie à ça et sans en voir le résultat. Donc, vous voyez, pourquoi faisons-nous tout ça? Moi, je pense à la chose suivante. Je m'intéresse beaucoup à un philosophe suisse qui s'appelle Ferdinand Gonset, qui, entre parenthèses, s'est beaucoup intéressé à la colorimétrie. Je sais pas, c'est dommage si j'ai pas eu le temps de poser la question à celui qui a fait l'exposé sur la colorimétrie. Mais lui, il explique la chose suivante. Il définit un concept qui, pour lui, est extrêmement important. C'est un mathématicien qui s'est d'abord intéressé à la philosophie des mathématiques, puis à la philosophie des sciences exactes, et à la fin de sa vie s'est intéressé à la philosophie des sciences humaines, et finalement à la philosophie en général. Et pour ce passage à la philosophie des sciences humaines, le concept essentiel pour lui, c'est celui de référentiel. Le référentiel, c'est l'organe. Voilà, il utilise un aphorisme de Monod qui dit que le sujet
c'est un objet doté d'un projet d'exister. Et pour Gonset, le référentiel, c'est l'organe du sujet qui lui sert à mettre en œuvre son projet d'exister. Le projet d'exister, c'est vraiment la partie la plus importante, c'est notre liberté qu'on a dans un projet d'exister. Et le référentiel qui nous permet de nous situer d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, je dis que ce besoin d'avoir un référentiel, c'est un besoin existentiel. Et ce besoin existentiel, c'est ça que nous ayons de satisfaire lorsque nous faisons ces recherches fondamentales. Voilà. Donc, je pense que c'est une idée qu'il faut faire pénétrer dans l'enseignement dès le lycée, hein, et puis le prolonger dans l'enseignement universitaire. Et effectivement, un grand récit, parce que ce grand récit, c'est pas seulement la physique, c'est l'origine de la vie, c'est toutes les origines, c'est quelque chose qui peut être partagé au-delà des différences de politique, d'ethnie, de religion, etc. Donc vous voyez, c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement important. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Il faudrait vraiment faire rentrer, parce que ça n'a pas toujours été absent, la faire revenir dans l'enseignement, l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, l'histoire de la philosophie et l'histoire de l'évolution des idées. Écoutez, ce petit livre d'Einstein et Infeld que j'ai cité, je vous le recommande, c'est quelque chose de merveilleux. Les pages dans lesquelles ils expliquent ce que c'est qu'un champ, c'est quelque chose d'incroyable. Et alors, comme c'est Einstein, vous savez, Einstein, il n'est pas toujours simple quand il parle tout seul. Mais quand il est avec quelqu'un d'autre, il doit un peu se corriger et être un peu moins raide. Et donc, avec Infeld, il a fait un livre qui est une petite merveille. Une dernière question. Bonjour. Pourriez-vous repasser le transparent qui était vers le début sur le matérialisme? C'était philosophique. Ah, sur le matérialisme, d'accord. C'est l'école d'été du SAF. Voilà. Oui, oui, la question du matérialisme, parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler de matérialisme à propos de la science. Alors je voudrais faire des distinguos. Bon, il y a d'abord un présupposé physicaliste de beaucoup de sciences qu'on utilise dans la méthode. Physicien, surtout. Oui, mais ailleurs aussi de dire que tous les phénomènes peuvent s'expliquer à la manière de la physique. Non, Si on ajoute que ça peut se ramener à la physique, dans ce cas-là, c'est le réductionnisme, d'accord. C'est méthodologique et ça concerne les phénomènes, le réel tel qu'il apparaît à l'observateur. Là, vous parlez de matérialisme philosophique. Et la définition que je vois, matière désigne l'ensemble de la réalité objective existant indépendamment de et antérieurement à la connaissance. C'est tout simplement la définition du réel en soi, toute entité qui existe en soi, indépendamment de tout observateur. Et donc, Dieu et les anges sont matière. C'est-à-dire qu'en fait, le mot matière n'est qu'un nouveau mot pour la même chose. Tel que c'est là. Vous complétez ensuite, hein, donc je continue. Cette réalité est intelligible, intelligibilité partielle, provisoire et révisable, mais en fait ça ne change pas non plus, parce qu'en métaphysique classique, normalement on ne nie pas qu'on ne connaît du réel que ce qui est accessible à notre intellect, en fait, et à nos capacités. Voilà, et ce qui suit ne change pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, et j'entends très souvent ça, on appelle du mot matière ce qui est en réalité le réel en soi et rien de plus. Et on devrait réserver le mot matière à quelque chose qui est relatif à l'observation, quelque chose qui est accessible à nos sens directement ou par l'intermédiaire d'instruments. Là, oui, j'adhère à cette définition-là. Voilà. Oui, bon, ben, écoutez, oui, ça c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais effectivement, j'accepte l'objection, hein, donc il faudrait en discuter plus longuement, effectivement. Une dernière question. On peut peut-être le poser autrement. La matière, ce sont les atomes. Les atomes, ce sont les électrons, les noyaux, et ce qui les fait tenir ensemble. Ce qui les fait tenir ensemble, c'est le champ électromagnétique et le quanton du champ électromagnétique, c'est-à-dire le photon, qui n'a pas de masse, et donc qui est aussi matériel que ce qui a de la masse. D'accord.
Non, je dirais quand même, pour répondre à votre question, c'est que cette définition que j'ai du matérialisme, c'est qu'on oppose en fait matière à penser. Voilà. La matière, c'est ce qui existe indépendamment de la pensée qu'on peut en avoir. Voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, merci.